Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur notre 4e webinaire Santé sur le net portant sur l'asthme et la Covid-19. Nous allons nous présenter Soraya Moutoussamy, Suzanne Lamotte. Nous sommes rédactrices scientifiques pour Santé sur le net. Alors, le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Alors, pour information, votre micro n'est pas activé. Vous trouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et les autres participants ne verront pas vos questions, alors n'hésitez pas. Vous trouverez également un onglet sondage sur la droite, cette fois pour répondre à nos questions. Une première question vous a été envoyée afin de savoir si vous nous entendez bien. N'hésitez pas à répondre. Oui, très bien. Parfait. Le webinaire comportera 2 parties, une partie présentation de 15 minutes et 5 minutes de questions-réponses. Donc, dans ce 4e webinaire, nous allons nous intéresser à l'asthme et à l'impact de la Covid-19 sur l'asthme. Donc, nous vous présenterons dans une première partie des généralités sur l'asthme, puis dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à l'asthme et à la Covid-19. Donc, pour commencer, quelle est la définition de l'asthme ? Alors, l'asthme est une maladie de présentation hétérogène qui se caractérise par une inflammation chronique des voies aériennes. L'asthme se définit à la fois par la clinique et par la fonction respiratoire. Sur le plan clinique, on retrouve chez le patient une histoire de symptômes respiratoires, des sifflements, une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement, une oppression thoracique et de la toux. Ces symptômes sont variables dans le temps, en fréquence et en intensité. Et sur le plan de la fonction respiratoire, les symptômes sont associés à une limitation du débit expiratoire, c'est-à-dire que le patient a du mal à expirer. Et quels sont les mécanismes mis en jeu lors du développement de l'asthme ? Alors, 3 mécanismes sont en jeu: l'inflammation, la bronchoconstriction, à savoir les bronches ont tendance à se refermer, et l'hypersécrétion de mucus. Le patient asthmatique présente aussi une hyperréactivité bronchique. Ces bronches réagissent plus précocement et plus fortement lorsqu'elles sont stimulées, par exemple, par un allergène. Et alors, quels sont les facteurs de risque de l'asthme ? Alors, il existe des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Le risque pour un enfant de développer un asthme est de 10% en l'absence d'antécédents d'asthme chez les parents, 25% lorsque l'un des 2 parents est asthmatique et plus de 50% si les 2 parents sont asthmatiques. Plusieurs facteurs environnementaux seraient aussi en cause, dont principalement les infections virales, la sensibilisation aux allergènes, l'exposition au tabac et la pollution. Et est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées par l'asthme en France ? Alors oui, en France aujourd'hui, on estime que l'asthme touche plus de 4 millions de personnes, à savoir 15% d'enfants et 8 à 10% d'adultes. La mortalité par asthme a diminué compte tenu d'une meilleure prise en charge. Cependant, l'asthme provoque encore 900 décès par an suite aux exacerbations, c'est-à-dire aux épisodes d'aggravation de l'asthme. Le coût de l'asthme pour la société est important, 200 000 passages aux urgences et 100 000 hospitalisations par année. Le coût global de la maladie est de 1,5 milliard d'euros. En moyenne, 50% des patients sont inobservants, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas régulièrement leur traitement. L'asthme, on l'a vu, résulte de l'association d'une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux, comme les allergènes. 80% des asthmes sont d'origine allergique chez l'enfant. Et chez l'enfant, l'asthme est la première cause d'absentéisme scolaire. Très bien. Et quels sont les symptômes de l'asthme ? Alors, les symptômes de l'asthme sont principalement, comme vous le voyez à l'écran, les sifflements, la dyspnée ou essoufflement, la toux et l'oppression thoracique. Ces symptômes s'aggravent surtout la nuit ou au petit matin. Ils varient dans le temps et en intensité. Les symptômes de l'asthme peuvent être déclenchés par des infections virales, l'exercice, l'exposition à un allergène,
les changements de temps, le rire, le stress, les substances irritantes comme le tabac, la pollution, les odeurs fortes. Très bien. Alors, il existe 3 situations d'augmentation des symptômes de l'asthme qui sont la crise d'asthme, l'exacerbation et l'asthme aigu grave. Quelles sont les différences? Alors, effectivement, il ne faut pas confondre la crise d'asthme avec l'exacerbation et l'asthme aigu grave. Une crise d'asthme, c'est un épisode aigu, hein, le patient il a du mal à respirer. Cette crise peut durer de quelques minutes à quelques heures. Elle est généralement d'évolution favorable la plupart du temps, ou alors sous l'effet d'un bronchodilatateur, la crise peut passer. Ensuite, la respiration redevient normale. Deuxième cas, l'asthme peut évoluer par poussée, hein, c'est ce qu'on appelle les exacerbations. L'exacerbation correspond à une augmentation progressive des symptômes sans retour à la normale et avec une diminution progressive de la fonction respiratoire. Donc, l'exacerbation, elle est de gravité variable. Et le troisième stade, c'est l'asthme aigu grave. Alors là, le pronostic vital est engagé. Le patient, il est en détresse respiratoire et il doit être hospitalisé. Ok. Alors justement, comment on peut faire le diagnostic de l'asthme? Alors, le patient asthmatique, il est pris en charge très majoritairement par son médecin généraliste pour le diagnostic et le suivi, en coordination si nécessaire avec le pneumologue, le pédiatre ou l'allergologue. Le médecin va procéder à un interrogatoire qui va chercher à mettre en évidence comment se manifeste l'asthme et quels sont les facteurs déclenchants. Le médecin va aussi réaliser des examens complémentaires avec l'aide du pneumologue. Celui-ci va mesurer le souffle du patient, les volumes expirés, inspirés, ainsi que les débits. Lorsque l'on a de l'asthme, les bronches sont obstruées et le médecin va vous administrer un bronchodilatateur pour voir si cette obstruction est réversible. Si c'est le cas, vous souffrez bien d'asthme. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle de l'asthme? Alors, l'asthme est dit contrôlé lorsque les symptômes diurnes sont présents moins de 2 fois par semaine, lorsque les réveils nocturnes liés à des symptômes sont absents, lorsqu'il n'y a pas de limite d'activité et lorsque le traitement de secours est utilisé moins de 2 fois par semaine. Si l'asthme est non contrôlé, le médecin va intensifier le traitement et le médecin évalue aussi régulièrement les facteurs de risque. Très bien. Et donc, justement, comment on peut prendre en charge l'asthme? Alors, d'abord, le médecin peut vous intégrer dans un programme d'éducation thérapeutique. Par exemple, lors de ce programme, vous serez formé à bien utiliser votre dispositif, vous serez encouragé à bien prendre votre traitement, vous serez formé à l'autocontrôle de votre asthme, c'est-à-dire vous pourrez reconnaître les symptômes et prendre en charge vous-même ces symptômes. Ok. Et donc, est-ce qu'il existe aussi des mesures non pharmacologiques? Alors, effectivement, la prise en charge non pharmacologique consiste, dans un premier temps, à arrêter le tabac, à pratiquer une activité physique régulière, à éviter les allergènes professionnels et éviter les AINS ou l'aspirine chez les patients allergiques. Ok. Et la deuxième partie du traitement, alors, quels sont les médicaments pour lutter contre l'asthme? Alors, on distingue les traitements de la crise et les traitements de fond. Les traitements de la crise recommandés ne sont plus les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action seuls, mais l'association d'un bêta-2 mimétique de courte durée d'action et d'un corticoïde inhalé à faible dose. Ces 2 médicaments permettent à la fois de soulager la crise et de prendre en charge l'inflammation. Ces médicaments sont pris à la demande lorsqu'il y a des symptômes. On distingue aussi les traitements de fond qui prennent en charge l'inflammation. Ce sont les corticoïdes inhalés. Ces traitements sont à prendre tous les jours. Le médecin peut également vous prescrire des bronchodilatateurs de longue durée d'action qui permettent de prendre en charge des symptômes au long cours. Alors attention, si vous prenez des corticoïdes inhalés, pensez à bien vous rincer la bouche après avoir fait l'inhalation pour éviter la formation de candidose buccale, qui est un effet indésirable des corticoïdes. Ensuite, comment on peut classifier l'asthme? Alors, selon les traitements que l'on prend et l'intensité des symptômes, l'asthme peut être classé en léger, modéré ou sévère. Quel que soit votre asthme, votre médecin pourra donc vous prescrire un traitement adapté.
Alors, nous allons maintenant passer à la partie sur la COVID-19. Il semblerait que l'infection au coronavirus ne ressemble pas aux autres infections virales. Oui, tout à fait. En fait, les infections par les virus de la sphère respiratoire sont normalement une des causes d'exacerbation de l'asthme, comme par exemple le virus de la grippe. Et au début de la pandémie d'infection au coronavirus, eh bien, le corps médical avait vraiment eu peur de voir de très nombreux patients asthmatiques infectés par le virus. Mais rapidement, il y a eu des études faites en Chine, puis en Europe, qui ont montré qu'il n'y avait pas une proportion importante d'asthmatiques parmi les personnes hospitalisées à cause de la COVID-19. Quels sont donc les risques pour les patients asthmatiques par rapport à la COVID-19? Alors, d'une part, il faut savoir que les patients asthmatiques ne semblent pas plus à risque de contracter la COVID-19 que la population générale. Et d'autre part, en cas d'infection, eh bien, les personnes asthmatiques n'ont pas plus de risque de développer une forme sévère. Ce sont en effet principalement les patients avec des antécédents cardiovasculaires, les sujets obèses et les personnes diabétiques qui sont plus à risque de développer des formes graves. Mais cependant, le respect des gestes barrières doit tout de même être maintenu. Quelles sont les conditions à surveiller? Donc, bien que les asthmatiques n'ont a priori pas plus de risque d'attraper le coronavirus, il faut tout de même tenir compte de deux facteurs importants, qui sont l'âge et le contrôle de l'asthme. Donc, ainsi, on peut remarquer qu'une personne de 30 ans avec un asthme bien contrôlé ne va pas réagir de la même façon à l'infection qu'une personne de 80 ans avec un asthme sévère et mal contrôlé. Concernant le traitement, il a été conseillé aux asthmatiques de ne pas consommer d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Cependant, il ne faut pas interrompre son traitement par corticoïdes inhalés, dont le but est bien de maintenir un niveau d'inflammation dans les bronches faible. Et d'ailleurs, ces corticoïdes, de par leur mode d'action, pourraient même avoir un effet préventif sur les formes graves de COVID-19. Finalement, en cas de symptômes respiratoires différents de ceux que vous avez habituellement, donc des réveils nocturnes, une nécessité d'augmenter les doses de vos médicaments pour soulager les crises, et bien surtout, n'hésitez pas à contacter votre médecin, puisqu'il pourrait s'agir de symptômes de la COVID-19. Que se passe-t-il donc après une infection? Donc, pour les personnes asthmatiques qui ont développé une infection à COVID-19, eh bien, elles doivent penser à bénéficier d'un bilan à distance. Donc, il est recommandé, entre 2 à 3 mois après l'infection, de réaliser d'une part un scanner pour s'assurer que les lésions pulmonaires ont bien disparu, également de réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires pour vérifier la récupération totale de la fonction respiratoire, surtout après une oxygénothérapie, et ensuite un test virologique au niveau nasal pour vérifier la disparition totale du virus. Voilà pour les informations concernant la COVID-19 et l'asthme. Voilà. Donc, merci. On va donc passer aux questions. Oui, alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, on en a une première. Alors, j'ai 50 ans, je n'ai pas eu d'asthme, mais j'ai l'impression d'avoir les symptômes que vous avez décrits. Est-ce possible de développer de l'asthme à cet âge? Oui, alors effectivement, il est possible de déclarer un asthme tardivement. Bien que la grande majorité des personnes souffrant d'asthme, ils souffrent depuis leur enfance d'asthme. Cela peut être dû aux allergènes, à la pollution atmosphérique, au contact avec des produits irritants, peut-être même sur le lieu de travail, au tabagisme ou même aussi à un dérèglement hormonal lié à la ménopause. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour qu'il vous fasse passer des examens et vous propose des traitements pour vous soulager. Alors, est-ce que les acariens peuvent provoquer des crises d'asthme? Oui, tout à fait. Ils sont même à l'origine de près de 80% des asthmes allergiques de l'enfant et de 50% des asthmes allergiques de l'adulte. Donc, n'hésitez pas à tout faire pour limiter la présence d'acariens chez vous. Prenez des couettes et oreillers en synthétique plutôt qu'à plumes. Utilisez des housses anti-acariens. Évitez les moquettes. Passez souvent l'aspirateur.
Alors, une autre question. Je suis stressée en ce moment et j'ai l'impression que cela joue sur mon asthme. Est-ce que je me fais des idées? Oui, alors il est tout à fait possible que le stress puisse déclencher une crise d'asthme, on en a parlé, hein, même parfois en décalé, quelques jours après un événement stressant. Un stress chronique peut également dérégler la respiration, ce qui peut aggraver les crises. Alors, vous pouvez tester différentes techniques de relaxation pour diminuer l'intensité des crises, hein, la sophrologie, le yoga, avec de nombreux exercices de respiration. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'asthme est une maladie héréditaire? Oui, oui, oui. Alors, l'asthme, il va dépendre de nombreux facteurs environnementaux, mais aussi génétiques. Et donc, comme l'a expliqué Soraya tout à l'heure, si vous êtes asthmatique, eh bien, votre enfant a plus de risques d'être également asthmatique. Et ce risque est même multiplié par 2 si vous et votre conjoint êtes asthmatiques. Ok, merci. Alors, une autre question. J'ai du mal à utiliser correctement mon inhalateur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors, nous n'allons pas pouvoir vous montrer en direct comment utiliser votre inhalateur, surtout qu'il y a de très nombreux modèles différents d'inhalateurs. C'est vrai que c'est pas toujours évident de respirer au bon moment et de retenir suffisamment longtemps votre air dans vos bronches avant d'expirer. Donc, ce que nous pouvons vous conseiller, c'est d'une part de ne pas hésiter à aller redemander à votre médecin de vous montrer à nouveau, mais vous pouvez aussi également vous adresser à votre pharmacien. Et en général, dans les officines, vous avez souvent des petits espaces fermés derrière les comptoirs où vous pourrez demander plus d'informations à votre pharmacien et il pourra vous faire une démonstration avec votre inhalateur. Ensuite, une autre question. Mon médecin me conseille de faire plus de sport. Est-ce qu'il a raison? Oui, oui, oui. Donc en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, faire du sport dans les bonnes conditions, eh bien, c'est très bon pour le traitement de l'asthme parce que l'effort physique, ça va déclencher une dilatation des bronches, que ce soit directement pendant votre activité ou même entre les séances de sport. Le sport, il est connu pour également permettre de mieux éliminer les sécrétions et le sport, ça peut aussi permettre d'augmenter la capacité respiratoire. Donc, surtout, ce qu'il faut que vous fassiez avant une séance de sport, c'est de penser à bien vous échauffer, à prendre votre bronchodilatateur avec vous au cas où. Et puis aussi, pensez à la période où vous faites du sport. Donc, évitez de faire du sport en extérieur lorsqu'il y a un pic de pollution ou des périodes de pollinisation si vous y êtes sensible. Mais oui, le sport, c'est très bon pour les asthmatiques. Oui. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Non, effectivement. Donc, nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. Vous pouvez retrouver nos prochains webinaires sur Santé sur le net et nos premiers webinaires sur la chaîne YouTube Santé sur le net ou en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Voilà, n'hésitez pas. Nous espérons aussi vous voir bientôt sur nos prochains webinaires et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.